Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour terminer le premier livre de notre trilogie Les Enfants de la Louve, la tribu des loups. J'espère que vous apprécierez la fin de ce premier livre. On va commencer tout de suite, alors installez-vous confortablement et c'est parti. Chapitre 10. Un matin, une fois la brume évaporée, le grand glacier apparut. La toundra s'éveillait, une marmotte siffla. Fais attention, voilà comme ça, d'un coup sec, bravo. C'est bon, elle ne bouge plus. Je peux retirer la patte du piège, demanda fièrement Petit Nez, après avoir tordu le cou de la perdrix. Vas-y, répondit Erel. Ils s'étaient levés avant l'aube pour relever leur piège avant que les renards ne profitent de l'aubaine. Ils étaient ainsi les premiers à découvrir le grand glacier qui s'élevait dans la toundra comme une haute falaise blanche. À quoi ressemble ce qu'il y a derrière demanda-t-elle à son cousin qui venait de glisser la tête de la perdrix sous sa ceinture. Chaque fois, c'était la même émotion lorsque le bout du monde des hommes et des bêtes leur apparaissait. Je n'en sais rien. Je sais juste ce que Trois-Doigts raconte, que derrière le grand glacier se cache le pays des chasses éternelles, là où nous irons tous à notre mort, dans longtemps j'espère. Viens, il faut rejoindre le campement, je n'aime pas ce feulement. Le cri du tigre leur rappelait une expérience qu'ils ne voulaient revivre à aucun prix. Longue-Dent avait été aperçu la veille, et cette fois-ci, Sable n'était pas là pour les aider. Erel serra son épieu dans sa main droite et suivit Petit Nez. Car les loups qui les suivaient étaient loin d'être aussi amicaux que Sable et ses petits. Les chasses étaient bonnes et l'abondance régnait. À chaque étape, une réserve de peau, d'os et de bois de renne était cachée pour ne pas alourdir la horde. Sur le chemin du retour, ils la récupéreraient. Petit Nez, tu les vois là, sur les rochers plats, ils n'ont pas perdu de temps. Les loups terminaient de dévorer les carcasses de deux bisons que les hommes leur avaient abandonnés. Oh, s'il te plaît, on va les regarder un moment. Ce n'est qu'un petit détour, supplia Petit Nez. Les deux compères passaient de plus en plus de temps à observer les loups qui suivaient la horde. Le nouveau couple de chefs, formé d'un mâle borgne et d'une femelle rousse, les menait de moins en moins à la chasse, tellement les restes laissés par les chasseurs étaient copieux. À l'aube, il suffisait de se cacher sur les lieux où les hommes avaient découpé leur proie pour trouver la meute en plein repas. Le couple et ses 4 petits mangeaient en premier, ensuite venaient les autres. Les hyènes et les vautours attendraient leur tour. Erel vit que les loups étaient nerveux, quelque chose les alarmait. Leur sens, très développé, pouvait percevoir un danger bien avant les hommes. Oreilles dressées et truffes au vent, la meute était inquiète. Soudain, une forme bien connue surgit de derrière un rocher plat. Elle avait dû ramper patiemment en prenant garde au vent pour ne pas trahir sa présence. Les loups s'étaient fait surprendre et ils n'eurent pas le temps de s'enfuir. Longue-Dent allait se venger. Erel et Petit Nez n'avaient pas été repérés et ils décidèrent de grimper sur un grand pin qui poussait solitaire dans la toundra. Ils se hissèrent au creux de ses branches, à l'abri du tigre qui était trop lourd pour grimper. Ils étaient provisoirement à l'abri. De leur poste d'observation, ils virent le tigre tuer une femelle qui essayait de fuir avec son petit dans la gueule. Lorsqu'il se dirigea vers d'autres louveteaux pour les dévorer, Erel fit signe à son cousin de sortir sa fronde. Dans un même sifflement, 2 pierres partirent et l'une d'elles vint s'écraser sur la mâchoire du tigre, lui brisant net une longue dent. Enragé, la bouche ensanglantée, il se mit à courir en tous sens comme s'il pourchassait une proie invisible. Ne trouvant aucune explication à sa blessure, il s'enfuit en direction d'un troupeau d'antilopes qui broutait non loin. Beaucoup plus tard, sous la tente des parents d'Erel où Petit Nez était invité, on terminait un repas de côte d'antilope. Oui, Erel, conclut Bison, avant qu'on vous découvre sur l'arbre, on a croisé les loups qui venaient de retrouver leur petit après la fuite de Longue-Dent. Il sortit une belle pointe d'ivoire de son sac de peau et le tendit à sa fille.
plus si longue maintenant, plaisanta-t-il. Tu t'en feras un pendentif bien mérité. Erel prit la dent et la fit tourner un instant entre ses doigts, heureuse d'être en vie et d'avoir encore une fois échappé au tigre. Et aussi d'avoir pu sauver les louveteaux. Merci, père, j'espère la mériter. Ému, il caressa tendrement les cheveux de sa fille, tout en prononçant ces mots. Cette fois-ci, c'est vous qui avez sauvé les loups. Après tout, notre nom est bien la horde de la louve. Devant la horde assemblée se dressait l'immense falaise de glace. Des séracs, morceaux de glacier haut comme 10 mammouths, s'en détachaient dans un bruit de tonnerre plusieurs fois par jour. Ce matin-là, le givre recouvrit la toundra et la peau des tentes était rigide. Bison avait sorti la tête et scruté la toundra. La grande harde avait disparu. Les rennes avaient longé la muraille de glace durant quelques jours, avant la première gelée matinale. Leur instinct leur avait dit que l'été était fini, et ils étaient repartis vers le sud. Bientôt, ils seraient suivis des hommes. Et les hommes seraient suivis des loups. C'était la loi de la toundra, dirait Erel. Deux chasseurs s'approchèrent des débris du grand sérac effondré la nuit même. Ils ramassèrent de beaux blocs, les chargèrent dans leur hôte et les rapportèrent au camp sous les applaudissements. Écrasée sur un grand rocher plat, la glace, une fois mélangée aux myrtilles, fut servie dans un large récipient d'écorce. Et la grande cuillère en bois passa de main en main jusqu'à ce que tout soit avalé. Merci, esprit du grand glacier, de nous laisser retourner vers notre abri, chargé de provisions et de souvenirs, et d'y retrouver nos anciens. Après avoir prononcé les paroles sacrées et jeté un dernier regard à cette mystérieuse frontière de leur monde, Bison donna le signal du retour à la horde de la louve. Pourquoi se fatiguer à nettoyer les eaux si la nature le fait mieux? Ceux des carcasses abandonnées à l'aller par les chasseurs blanchissaient dans la steppe après que les derniers insectes avaient terminé le travail des vautours. Tiens, père, ce fémur de cancer sera parfait pour tes pointes de saguet. Pas pour les miennes, ma fille, pour les tiennes. Je t'ai vu t'entraîner à tirer tout l'été. Bison savait que la chasse attirait davantage Erel que les activités des femmes, et il l'approuvait. Erel aidait son père à choisir les os longs pour tailler les pointes. Les bois des rennes servaient à fabriquer des manches et des aiguilles à coudre. Les plus beaux bois, encore attachés au crâne de l'animal, serviraient de coiffe aux chasseurs pour la danse du renne. Petit Nez sentit la récente présence des loups. Cette fois-ci, il les avait devancés. De nombreuses traces de leur passage embaumaient les lieux. Occupé à récolter des petits os qui serviraient de pion à son jeu favori, le garçon s'était légèrement écarté. Soudain, il entendit un faible jappement. Il s'approcha de la légère dépression d'où il provenait et découvrit une petite boule de poils bruns, une petite louve, la plus menue qu'il n'ait jamais observée. Recroquevillée sous les myrtilles, elle ouvrit un œil craintif. Petit Nez tendit les bras. Soudain, une étincelle d'espoir jaillit des yeux tristes de la minuscule femelle qui le rejoignit. Elle lui lécha les doigts avec reconnaissance. Nous l'appellerons Alpa, et elle fera une compagne pour Patou, lança joyeusement Petit Nez à Douce. Je me demande ce qu'elle faisait là. À ces mots, Erel, invité par sa tante à partager un gigot d'antilope sous la tente, sembla sortir d'une longue réflexion. Elle avait longuement pensé aux événements des derniers jours, et sans lire les braises, elle était certaine de sa conclusion. Je suis sûre que l'esprit de la louve a placé Longue-Dent et les loups sur notre chemin près du grand pin. Pour que nous puissions porter secours aux louveteaux, il fallait que la meute nous soit reconnaissante, même au prix du sacrifice d'une louve. Combien de petits a-t-elle laissé? Si les autres mères en ont beaucoup, elles devront en abandonner une partie. C'est la loi de la toundra, glissa Petit Nez avec un grand sourire, avant que sa cousine ne prononce sa phrase préférée. Oui, mais cette loi est en train de changer. Une nouvelle alliance est en marche, et je ne parle pas seulement de sable, de patou et de miel qui nous attendent dans l'abri. Silex était impressionné. Sa nièce n'avait pas encore son nom d'adulte, mais quelle maturité! Il avait cessé de se poser la question de qui succéderait à 3 doigts lorsqu'un hiver trop long l'enverrait derrière le grand glacier pour toujours.
et cette petite louve, trop faible pour les suivre sans la protection de sa mère, est un cadeau. Les feuilles de l'automne coloraient le vallon, le jaune des bouleaux se mariait au rouge des érables. Patou et Miel avaient bien grandi. Chaque jour, il suivait Sable, remise de ses blessures, dans ses expéditions de chasse. Belle l'avait soigné, et il dormait tout droit lové autour du foyer qu'elle avait reconstruit plus près de ceux des autres. Les louveteaux apprenaient leur métier de loup, mais contrairement à leurs frères de la toundra, ils apportaient les proies aux hommes qui ensuite les distribuaient entre tous. La horde était reconnaissante du secours que Sable avait porté à Belle. Patou avait aussi chassé un glouton qui s'approchait de son bébé, et Miel avait retrouvé une vieille femme égarée dans la forêt. Ce matin-là, Sable était sur une piste chargée de danger. Elle avait senti le loup. Cachée dans l'ombre des buissons, elle s'arrêta net et les jeunes l'imitèrent. Soudain, une forme poilue fonça sur eux. Une jeune louve. Patou se porta à sa rencontre et la renifla. Elle se coucha sur le ventre. Soumise, elle attendit. Sable et sa fille les rejoignirent alors que Patou la taquinait. À force de la renifler, une nouvelle odeur se dégagea de son pelage. Une odeur connue et aimée, l'odeur des enfants. Les trois loups s'agitèrent en jappant comme des fous. Des cris de joie leur parvinrent du haut du vallon, ainsi que le son d'une flûte jouant un air familier. Ils se bousculèrent vers le sentier des falaises pour rejoindre la toundra. Les loups avaient fait la fête à tous les membres de la horde, avant de se jeter sur leurs deux amis. Alba, d'abord timide, se joignit à eux, et le spectacle de ces retrouvailles provoqua rire et cris de joie. La colonne reprit sa descente vers l'abri, et l'on entendit les pleurs des anciens et le rire de pattes folles. Les jeux des enfants qui retrouvaient leur foyer firent vibrer l'abri. Des questions s'échappaient de toutes les lèvres. Plus tard, les feux crépitaient et les chants résonnaient sous la voûte de pierre. Les cousins et leurs loups, après s'être poursuivis dans les bois, allèrent trouver Trois Doigts. Il était en train de verser une tisane de sureau dans 3 grands bols de bois. Installez-vous avec vos loups, je vous attendais. Il leur tendit leur bol et ils s'assirent sans un mot. L'homme sage prit Alpa dans les bras. Voici donc la nouvelle mascotte de Petit Nez. Il la caressa du bout de ses vieux doigts. Ses petits-enfants s'approchèrent pour l'embrasser. Puis le grand-père baignit leur front avec la cendre et posa ses mains sur leurs cheveux fous en murmurant une prière secrète. Vous voyez, je suis encore là. Tu sais, grand-père, lui dit Erel avec malice, le grand glacier m'a parlé et il m'a dit qu'il ne voulait pas te laisser le traverser avant longtemps. Ému, le vieil homme lui caressa le menton. Alors, mes chers enfants, racontez-moi votre été. Avec un grand sourire, il toucha le pendentif d'ivoire sculpté qui ornait le cou d'Erel. Auriez-vous par hasard croisé Longue Dent? Chapitre 11. Comment le tuer, Bison? C'est le plus gros mal que j'ai jamais vu, lança Rusé. Les jours suivants, l'arrivée des nomades de l'été avait permis à la horde de retrouver ses habitudes. Les provisions de branches pour dresser des paniers et de bois pour se chauffer occupaient hommes et femmes dans une course contre l'arrivée de l'hiver. Pendant 8 longues lunes, l'abri serait leur tanière, autant rendre selon ses jours le plus agréable possible. Et voilà que Bison et les chasseurs parlaient d'une dernière expédition. Un vieux mammouth solitaire avait été repéré à 2 jours du vallon. Il ne survivrait pas à l'hiver, et sa peau, ses os, sa trompe, ses défenses seraient à jamais perdues dans la toundra. De tout l'été, les chasseurs n'avaient trouvé qu'un squelette orné d'une seule défense. Ils ne pouvaient négliger cette provision d'ivoire, la matière la plus noble de toutes. Bison discutait avec quelques chasseurs expérimentés et inquiets. Erel et Petit Nez les écoutaient excités. Il faut le coincer et le faire tomber dans les marais de l'ouest. Il sera paralysé par la boue et nos épieux le tueront, assura le chef. Oui, mais il luttera jusqu'à son dernier souffle. Comment le pousser en direction du marécage sans qu'il nous piétine? Nous ne courons pas assez vite. Erel n'était jamais intervenue lors d'un conseil de chasseurs, mais cette fois-ci, au risque qu'on la fasse taire, elle désigna ses loups, couchés sagement à ses côtés.
Vous ne courez pas assez vite, c'est sûr, mais eux, oui. La brume venait de se dissiper sur la toundra. Le vent froid du matin gelait les os d'Erel et de Petit Nez. Le givre crissait sous les épaisses semelles de peau d'ours de leurs bottes fourrées. Ils étaient pourtant vêtus de chaudes tuniques de loutre. Leurs visages, comme ceux des chasseurs, étaient ornés de peintures de chasse. Erel s'adressa à Sable et à ses jumeaux. Vous restez là jusqu'à ce que je sonne ma corne d'auroch. Alors vous courrez sans vous arrêter, compris? Restez. Durant des semaines, Erel avait entraîné ses loups à la chasse d'animaux de plus en plus gros. Maintenant, même son père et son oncle étaient convaincus que chasser avec des loups dressés était non seulement un plaisir, mais également un avantage. Assis en rang, l'air sérieux, les 3 loups comprirent le message d'Erel. Ils reconnaissaient les ordres et obéissaient par jeu. Erel était désormais leur chef de meute. La jeune fille et les chasseurs se dispersèrent sur les côtés et contournèrent le vieux géant de la toundra. Pour l'instant, le grand mammouth broutait l'herbe rare. Ses défenses immenses raclaient le sol qui n'était pas encore gelé. Les chasseurs s'étaient posés sur de petits rochers aux abords du marécage. Erel, debout entre Bison et son oncle, sonna sa corne pour donner le signal de la chasse. Dans le silence de la toundra, une note claire s'envola, alertant l'énorme animal. Il se mit à trotter dans la direction opposée. Jusqu'ici, le piège fonctionnait. Le borgne et les mâles entendirent les hurlements venus de derrière la colline. Occupés à dévorer une antilope, ils redressèrent la tête. Ces hurlements n'étaient pas ordinaires et répondaient à la corne des hommes. Abandonnant la viande fraîche aux hyènes, la meute se mit en mouvement. Après une course folle, les loups parvinrent au sommet de la colline d'où ils aperçurent une scène inhabituelle. Un vieux mammouth s'enfuyait, poursuivi par Sable et de jeunes loups. Plus loin, les étangs scintillaient au soleil. Le borgne vit les chasseurs postés en demi-cercle et la jeune fille qui soufflait dans une corne dont le son était familier aux loups qui côtoyaient les hommes depuis des générations. Les 3 poursuivants hurlèrent de plus belle. Le mammouth accéléra, mais les loups le rattrapèrent. En haut de la colline, le borgne s'assit, imité par la meute. Il ne voulait rien perdre de ce spectacle. Il savait que les restes du mammouth seraient d'une telle abondance qu'il faudrait aller chercher les femelles et les jeunes pour les terminer. Ils sont là. Soudain, le tremblement du sol se fit plus fort. De son poste d'observation, Erel vit Sable et ses jeunes encercler le mammouth. Lancé comme un torrent furieux dans la direction du marais, il fit de brusques écarts pour tenter de les piétiner, et sa trompe oscilla, cherchant à les frapper comme le poing d'un géant. Mais parvenu au marécage, le grand mâle arrêta net sa course. Les chasseurs s'aplatirent au sol. Les 3 loups harcelèrent l'énorme animal, cherchant à le contraindre à avancer. La louve se jeta sous son ventre épais pour y planter ses crocs, manquant de peu de recevoir un coup de trompe. Le mammouth lui fit face. Dans ce mouvement, la berge de l'étang céda sous ses pattes arrière et il tenta désespérément de se maintenir sur le rivage avec ses pattes avant. Les loups saisirent leur chance et s'avancèrent. C'est le moment, on y va, lança Bison à Silex. Sous les yeux effrayés des 2 cousins, leurs pères empoignèrent chacun d'eux pieux. Ils se parlèrent brièvement avant de décider de profiter de l'instabilité du mammouth pour agir. Les 2 beaux-frères plongèrent dans l'eau glacée. Erel, où sont-ils? Cria Petit Nez. Aie confiance, je crois comprendre. Après un temps qui parut interminable, un formidable barrissement fit vibrer les marais, provoquant l'envol des oiseaux. 4 épieux durcis au feu venaient de transpercer l'énorme ventre. Suffocants et transis de froid, les 2 chasseurs refirent surface. « Qu'est-ce que vous attendez » hurla Bison aux chasseurs stupéfaits. Le mammouth ne put bientôt plus bouger et lutta avec sa trompe contre les assauts des loups et des hommes. « Patou, Miel, ici, couché » lança Petit Nez. Ils obéirent sans broncher. La louve les vit se lever et rejoindre les 2 humains. Les louveteaux étaient devenus de beaux jeunes loups. L'appel de la vie sauvage les avait quittés, eux, alors qu'ils se rappelaient de nouveau à elle. Elle sentait l'odeur des loups sur la colline. Le mammouth avait cessé de lutter. Bison quitta
le groupe de chasseurs. Il s'accroupit près de Sable et lui caressa longuement le poil pendant qu'elle lui léchait le visage pour le réchauffer. Puis il se leva et s'approcha du géant. Frère Mammouth, tu as combattu vaillamment, mais notre nouvelle alliance est invincible. Merci de nous offrir ton corps et tes os. Nous les honorerons et nous peindrons ton image sur les parois de l'abri. Pardonne-moi si je prends ta vie. À ces mots, l'animal se redressa péniblement et sembla vouloir l'écraser de ses pattes avant. Mais Bison se glissa sous lui et plaça la pointe de son épieu sous la lourde poitrine du géant. Il eut juste le temps de se retirer pour le laisser mourir, le cœur transpercé sous son propre poids. Les femmes arrivèrent pour dépecer, découper, scier tout ce qui pouvait être emporté de l'énorme animal. Le reste serait livré aux loups et aux hyènes. Bison et Silex prirent un repos bien mérité en dégustant le bout de la trompe rôtie, un délice. L'ivoire des défenses servirait aux travaux des artistes durant l'hiver. Je vois déjà le nouveau couteau que je taillerai dans la pointe de cette défense, lâcha Silex. Je sculpterai une louve dans son manche. Oui, tu pourras tester ma nouvelle lame de silex noir, ajouta son beau-frère. À l'automne suivant, le haut des défenses, le crâne et les os longs seraient emportés jusqu'à l'abri. Le soir était arrivé. Erel et Petit-Nez, après avoir aidé à la réussite de cette dernière grande chasse de la saison, cherchèrent leur loup alentour, sans succès. Chapitre 12. À l'aube, le borgne tout levé observa les hommes qui se retiraient en une longue colonne vers l'abri. Les foyers encore fumants, les traces de découpage du mammouth et les piquets des tentes dressées témoignaient de l'intense activité qui avait régné au marais. La carcasse attendait les loups qui ne se firent pas prier pour se servir. Depuis la veille, la meute comptait 3 loups de plus. Sable et ses jeunes l'avaient rejointe. Le borgne les avait bien accueillis. La femelle qu'il redécouvrait avait retrouvé toute sa force et il la sentait prête à lui donner des petits. Quant aux jeunes, ils étaient encore curieux et timides. Ils savaient que le mâle ne le dévierait pas et que la petite louve ne chercherait pas à provoquer les femelles. Ils étaient presque adultes et il les laisserait vivre. Le borgne prendrait Sable comme seconde femelle. D'ailleurs, il avait commencé à lui faire la cour dès son arrivée. Le froid intense des dernières nuits fit regretter aux nouveaux arrivants, d'abord joyeux de découvrir la vie en meute, la chaleur des feux et des hommes. Patou et Miel ne parvenaient pas à s'intégrer. Ils commettaient faute sur faute et leur tour de manger arrivait toujours en dernier. Erel et Petit-Nez leur manquaient cruellement. Leur mère n'avait pas été bien accueillie par les femelles. Mais le premier soir, avec la cour insistante que le borgne lui avait faite pour la séduire, l'instinct de Sable l'avait poussée à s'approcher de ce nouveau chef, et elle sentait déjà de nouvelles vies grandir en elle. Ce matin-là, la meute s'était réveillée sous la neige, mal abritée sous un gros rocher près des restes du mammouth. Les jumeaux avaient dû se disputer des morceaux de viande gelée. Leur mère les vit tristes et résignées. Sable était indécise. Devait-elle affronter la rousse et lui ravir sa place? Son instinct la poussait au combat. Elle était persuadée que, grâce à sa force retrouvée, elle aurait toutes ses chances de vaincre. Elle et ses petits pourraient alors trouver leur place au sein de la meute et y vivre heureux. Mais ce ne fut pas ce souhait-là qu'elle lut dans leurs yeux fatigués. Dans les regards de ses petits devenus presque adultes, elle vit d'autres yeux rieurs et une flamme bleue y danser. Sèche tes larmes, mon Erel. Tu sais bien que c'est leur instinct de loup qui les a attirés vers la meute. Tu as Alpa maintenant. Trois Doigts essayait de consoler Erel qui avait beaucoup pleuré la disparition de ses amis. Alpa vint se lever contre sa poitrine secouée de sanglots. Elle la caressa et tourna son visage triste vers son grand-père. Que t'ont dit les braises, grand-père? La meute les a peut-être mangées. Trois Doigts hésita un instant avant de répondre. Sa voix claire résonna dans la nuit noire. Qu'ils ne sont pas loin, que tu les reverras, garde espoir. Grand-père te l'a déjà dit. Que veux-tu de plus? Ajouta Petit-Nez. Erel se renfrogna et tendit la petite louve à son cousin. Pour toi, c'est facile, tu as Alpa. Elle est toute petite et si fragile. Elle ne quittera pas la chaleur du feu. Elle ne te quittera pas,
saguaient, d'autres taillaient des pointes et des couteaux de silex ou des objets d'ivoire. Les travaux de l'hiver commençaient. Elle se réveilla. Elle observa la neige tomber à travers la fumée du feu mourant de ce milieu de la nuit. Elle tendit la main pour y ajouter de belles bûches. Les braises crépitèrent et la flamme bondit à nouveau. Soudain, elle sentit une présence au-delà du foyer. Un souffle semblait agiter l'une des tentures. Sans doute le vent nocturne. Puis un autre souffle et un autre encore. Erel redressa la tête, dans l'ombre, de l'autre côté du foyer, là où la terrasse plongeait dans le vallon. Une, deux, puis trois paires d'yeux trouvèrent son regard. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du livre. Ça nous laisse sur une note de suspense. Je n'ai pas encore le reste des livres de la trilogie en ma possession, donc je ne sais pas encore quand je ferai la suite, mais je tâcherai de ne pas la faire trop tard. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vous pouvez laisser un petit j'aime ou un petit commentaire si ça vous a plu. Et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien et à très vite.